du pays est un véritable casse-tête pour les usagers de la route. En témoigne le tronçon Massanta-Guékédou en passant par Condé-Badou, entre Massanta et Guékédou, le calvaire se passe les commentaires. Bientôt le projet minier Gangan, les travaux de construction du complexe de transbordement ont été lancés mardi à Dougoula. C'est dans la sous-préfecture de Kamsar par la compagnie Rusal Guinée. Un complexe qui s'étendra sur environ 4 km². Dans ce journal, remise officielle ce mercredi de 2 postes de police par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en collaboration avec l'Union européenne aux autorités communales de Ratouma et de Matam. Ces 2 postes devront servir dans la lutte contre la sécurité et le grand banditisme. Ibrahima Boufa Kamara, Maniankondé. Le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile en partenariat l'Union européenne a mis à la disposition de la population guinéenne 2 postes de police relevant des commissariats pilotes de Matam et de Ratouma. Un projet financé à hauteur de 45 millions par l'Union européenne dans le cadre de la police de proximité dans son volet d'allongement de mois. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Je représente l'Union européenne qui est partenaire des autorités guinéennes dans sa politique de renforcement du secteur de la sécurité et en particulier projet d'appui au ministère de la Sécurité pour la mise en place d'une police de proximité. Ce projet d'appui au ministère de la Sécurité pour la mise en place de la police de proximité a démarré il y a 2 ans. C'est un projet ambitieux avec des moyens importants. 5 millions d'euros ont été investis. Ce projet a vraiment été un succès grâce à un partenariat d'excellence avec le ministère et les autorités guinéennes. Pour le ministre de la Sécurité, Dr Mahmoud Sy, la mise en place des postes de police permettra de mettre fin au grand banditisme et à l'insécurité grâce à la collaboration de la population. Ces 2 postes de police de proximité viennent renforcer le niveau et la qualité de sécurité que le gouvernement de professeur Condé a bien voulu mettre très rapidement à disposition des populations pour contribuer à la baisse drastique du taux de criminalité. Le chef de quartier de Heremako s'est réjoui de l'initiative de lancer un appel aux jeunes quartiers. C'est un poste de proximité qui nous a été offert par l'Union européenne. Je tiens que ma population va collaborer avec cette police de proximité pour traquer les bandits. Parce que moi, je serai la première. Un autre projet qui est en vue pour éradiquer le grand banditisme à Conakry. Ces postes de police viendront ainsi garantir la sécurité des populations et de leurs biens. Le Premier ministre était récemment en tournée en Basse-Côte, un peuple qu'il a conduit dans la sous-préfecture de Kamsar, dans la région administrative de Boké. Dans cette localité, Mohamed Saïd Fofana a livré le message du chef de l'État dont il était porteur, mais aussi conféré avec les populations. Nécessité du virus Ebola, une priorité. Idiatou Diallo. Accompagné d'une forte délégation, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana était ce dimanche à Kamsar pour transmettre à la population de cette localité le message du président Alpha Condé. Les populations de cette sous-préfecture ont répondu massivement animées ambition, celle de faire de la Guinée un véritable centre d'impulsion de la promotion sociale et de la croissance économique. Kamsar est prêt à accompagner le projet Alpha Condé avec la réalisation de beaucoup de ces projets. Cette organisation, c'était de sensibiliser la population par rapport à la maladie Ebola, le virus Ebola. Ensuite, dire à la population de Kamsar d'être solidaire. Le problème qui les a, c'est le problème de route, d'électricité. Présente à cette rencontre, Adjanantou Chérif, député à l'Assemblée nationale, a demandé aux populations de se faire enrôler pour participer à la réélection du président Alpha Condé en octobre prochain. Pour gagner Kamsar, je vous demande humblement de vous faire recenser. Le recensement a commencé. Il faut que chacun aille se faire recenser. La personne qui ne se fait pas recenser
ne peut pas voter. L'arrivée de cette délégation à Kamsar fait espérer les populations de cette localité. Le Premier ministre, dans son allocution, s'est réjoui de cette forte mobilisation. Nous sommes réconfortés de constater que les choses ont évolué. Alors, naturellement, il y a des problèmes ici auxquels il faut s'attaquer. Les populations m'ont chargé de transmettre au chef de l'État leur soutien, mais ils m'ont en même temps demandé de lui transmettre des doléances que sont l'accès à l'eau et à l'électricité. Je crois que c'est un problème capital. Nous avons promis que le gouvernement va se pencher sur cette question. La délégation a profité de cette occasion pour demander aux populations de participer à la lutte contre Ebola. La cérémonie a pris fin par la visite de la mairie nouvellement construite. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, toujours d'actualité en Guinée, CBC, en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, s'active dans ce sens sur le terrain à travers son projet intitulé Un sauve 100. Après sa conférence débat à Conakry et la projection de son film documentaire de 26 minutes dans certaines écoles de la capitale, ils étaient récemment dans certaines écoles de Dubrika et Koya. Objectif, amener les élèves à comprendre les réalités liées à cette maladie d'Ebola à travers la projection d'un documentaire. Explication, Aboubakar Sidikimani. Le projet Un sauve 100 éradiquons Ebola est une campagne de sensibilisation à travers un film documentaire, des discussions et panels dans plusieurs écoles du pays. Dans ces écoles de Koya, Gumbuya, les élèves ont eu la chance de suivre le témoignage des personnes guéries d'Ebola et autres qui ont perdu des parents ou proches à cause du virus Ebola. Chaque élève étant l'ambassadeur de sa famille à travers ce film, ils pourront mieux parler de cette maladie à leurs parents. À travers le film, j'ai vu l'intervention de la Croix-Rouge. J'ai constaté que quand quelqu'un est mort d'Ebola, les corps ne sont pas achetés. Cette caravane de projection a déjà touché plus d'établissements scolaires de la capitale et de l'intérieur du pays. Depuis son lancement au mois de mars dernier, la caravane Un sauve 100 aura réussi à servir de tremplin dans la sensibilisation scolaire contre l'épidémie du virus Ebola. Milieu scolaire. La projection du documentaire a également permis d'éclairer des zones d'ombre concernant les interventions et le rôle de la Croix-Rouge guinéenne. À travers ce film, j'ai compris l'importance de l'intervention de la Croix-Rouge. J'ai compris aussi que ceux qui mettaient des cailloux sur les routes pour empêcher la Croix-Rouge d'intervenir. J'ai compris que c'est qu'on doit les aider aussi. La projection de ce film dans 27 établissements scolaires se poursuivra mercredi à Kindia, dernière étape de l'intérieur du pays, avant que la caravane ne revienne à Conakry pour des séries de projections au rond-point de Amdalaï et à la blouson de Kaloum, des espaces publics où des jeunes élèves et étudiants vont également visionner ce documentaire produit par la CBC Worldwide avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a été officiellement installé ce mercredi dans ses nouvelles fonctions. Mohamed Amirou Konté, jusque-là secrétaire général du département, se dit conscient de la tâche qui l'attend, une tâche qui consiste à redonner à la culture guinéenne son image d'antan. Explication, Marie-Sheila Fofana. Le monde de la culture guinéenne exprime sa joie pour la nomination de Mohamed Amirou Konté comme ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Il l'a démontré ce mercredi lors de l'installation de ce dernier dans ses nouvelles fonctions. Votre nomination n'est que l'aboutissement de votre engagement pour le rayonnement de la culture nationale. Vous avez été brillamment pionnier. Ensuite, membre de la troupe nationale universitaire, membre d'Africa Style de Guinée, membre du Théâtre national de Guinée, membre fondateur de Festi Kaloum. Vous appartenez à cette grande famille culturelle de la Guinée, résolument engagée pour le changement. Redorer le blason de la culture guinéenne est un combat de longue haleine, un défi que devra relever le nouveau ministre. Vous comprendrez que la tâche est immense. Mais
elle est noble et exaltante. Une détermination à toute épreuve sera mon arme favorite pour faire avancer les choses. Si nous voulons réussir, nous devons former une équipe et travailler ensemble. Je vous exhorte à nous donner la main. Notre ministère doit être une famille. La chaîne que nous formons doit être solide. Pour cela, il ne doit pas y avoir de maillons faibles. En une année, Mohamed Amirou Konté a été secrétaire général puis ministre du département de la culture et du patrimoine historique, une montée en puissance qui fait que tous les hommes de culture fondent un grand espoir en lui. Pourra-t-il changer la donne? Le temps nous le dira. Et puis le 3 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème qui a été retenu pour la circonstance était laisser la presse prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité de l'ère numérique. Et pour mieux expliciter ce thème aux hommes de médias, la Fondation Hirondelle était face à la presse ce mercredi. Compte rendu, Aïssata Kaba. D'entrée de jeu, les conférenciers ont d'abord rendu hommage aux 3 confrères assassinés à Omé l'année dernière alors qu'ils participaient à la mission de sensibilisation contre Ebola avant de faire la situation des journalistes à travers le monde. Journalistes et éditeurs sont encore en lutte dans de nombreux pays à la répression, assassinats, arrestations, détentions et censure, et leur activité est entravée par toutes sortes de pressions politiques et économiques. Restrictions à la fourniture du papier journal, autorisation préalable limitant la liberté de publication, restriction du libre-échange des nouvelles et de l'information, limitation de la libre circulation des journaux à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales, et dans certains pays, le parti unique a encore une emprise totale sur l'information. Critiques, suggestions, propositions sur les conditions de vie des journalistes étaient au menu de la conférence débat. Les journalistes ont exposé les maux dont ils souffrent à la faveur de cette conférence qui marque un temps de célébration de la liberté de la presse. De nos jours, quel est le constat de la pratique du journalisme à travers le monde? Ce qui nous intéresse, d'abord la Guinée, qui se tient deuxième, un rang que le pays occupait déjà dans le classement précédent, celui de 2014. La Finlande conserve son rang de meilleur élève en occupant pour la 4e année consécutive la première place du classement. Elle est talonnée, comme dans la dernière édition, par les Pays-Bas et la Norvège, et à l'extrême opposé en queue de classement, le trio infernal qui réunit le Turkménistan, la Corée du Nord et l'Érythrée. Et le premier pays africain, c'est la Namibie, classée 22e. Le bureau syndical des journalistes n'a pas été occulté au cours de cette rencontre. Suleiman Diallo, administrateur de l'Excellence, a rassuré les journalistes de mener des démarches auprès de la Cour suprême en vue de revoir les élections au sein de la HAC, l'organisation chargée de régulariser la presse guinéenne. Et puis dans le même sillage, changement à la tête de la direction de la maison de la presse, cette année, jusqu'à de cette institution cède sa place à Hassan Kaba, le nouveau directeur général promet de donner une nouvelle image à cette maison commune des journalistes. Son Kouri Kamara explication. Au terme d'une année de service à la maison commune des journalistes de la Guinée, Sedi Sanassa Diané a passé le témoin dit à un nouveau directeur général à de Hassan Kaba. La directrice générale sortante a dans son discours rassuré son engagement à toujours rester fidèle à son métier de journaliste. Selon le à toutes nos excuses pour ce désagrément indépendant de notre volonté, des problèmes techniques qui étaient à la base de ce désagrément. Lancement mardi à Dougoula, de la sous-préfecture de Kamsar, des travaux de construction du complexe de transbordement
à Tarissa dans le cadre du projet Djandian par la compagnie Rusal Guinée. Ce complexe qui s'étendra sur environ 4 km² a pour but de faciliter le transport de la bauxite d'un navire à un autre avec une mise à quai intermédiaire. Ouleimatou Kourouya, l'explication. C'est dans le cadre du démarrage effectif des travaux de construction d'un port d'évacuation de minerais de bauxite en provenance de Ikwe, sable de Kamsar, Bouké et de Rusal-Guinée. Rencontrés à Dougoula, un village nalou situé à 14 km de Kamsar. Ce projet de construction est la troisième composante du projet Djandian décrété par le président Alpha Condé en décembre 2013 comme projet d'intérêt national. Le port de Dougoula va être la troisième composante du projet Djandian. La première composante étant la mine, la deuxième étant le chemin de fer et la troisième étant le port qui nous réunit aujourd'hui. Considéré comme leader mondial du secteur de la mine, la Rusal-Guinée, l'exécution du projet Djandian prévoit la construction et la mise en exploitation d'une mine de bauxite d'une capacité de 3 millions de tonnes avec un volume d'investissement de l'économie guinéenne à la première étape de la réalisation du projet hauteur de 220 millions de dollars qui sera investi pour la grande partie dans les infrastructures ferroviaires et portuaires de Guinée. La mise en exploitation d'une mine de bauxite permettra de créer 500 nouveaux emplois en proportion augmentant l'emploi de sous-traitants locaux. Je suis sûr que le caractère mutuel avantageux de notre coopération avec le gouvernement de la République de Guinée contribuera à l'amélioration du climat de l'investissement dans la République de Guinée. Après la pose de la première pierre du complexe de transbordement, les autorités de la préfecture de Bouké demandent aux jeunes des localités à plus d'implication. Nous profitons de ce moment exceptionnel pour lancer un appel pressant aux jeunes qui sont l'avant-garde de tout combat dans notre pays pour que ces jeunes se mobilisent autour de ce projet pour faire de ce projet leur propre acquis. À part Teresa, dans le cadre du projet Djandian, une nouvelle autoroute longue de 25 km jusqu'au point de jonction du chemin de fer Kamsar-Sangaredi sera construite par la compagnie Rusal-Guinée et la construction du premier tronçon de l'autoroute qui s'étend sur plus de 6 km à proximité immédiate du gisement est déjà terminée. Restons toujours à l'intérieur du pays où bon nombre de routes demeurent impraticables. Le cas du tronçon Massanta-Guéké passant par Condé-Badou, un tronçon pas facile à traverser de nuit pour rallier la ville de Guékédou, une ville en manque d'infrastructures sociaux de base. C'est le grand format de ce journal, il est signé Aguira Touba et Suleiman Souma. Condé-Badou, entre Massanta et Guékédou, le calvaire est le même. Une vingtaine d'années assurent les usagers de cette route. Prisonniers en pleine nuit de la boue et des crevasses qui tapissent ce tronçon, les véhicules peuvent faire des heures, voire des jours, avant de pouvoir passer. Du temps perdu pour les produits périssables et les usagers de la route. On souffre sur cette route. Au moins une centaine de véhicules qui passent ici. Sans route, l'agriculture ne peut pas marcher. Sans route, les produits vont se gâter. Tout le monde souffre dans le pays là, à cause de route. Au moins s'il y a la route, on peut chercher à manger, à passer. Mais le transport est joli, mais à rien. Toutes les routes sont gâtées. Ils n'ont qu'à essayer d'arranger. Ici c'est Massanta, Guékédou, venez voir, même 35 km c'est foutu. On peut faire au moins 3 heures jusqu'au matin. Tu peux venir ici à 19h, d'autres peuvent faire 2 jours, 3 jours sur la route. Ça fait des années, depuis autant de Lansana Conté, il n'y a pas eu d'entretien ici. Le cauchemar est encore plus intense. Saison pluvieuse, précise ce passager qui interpelle les autorités. À l'autorité de voir cet état de ces routes-là, vraiment d'arranger ces routes-là. C'est la seule problème qu'il a dit. Ça vaut 2 semaines je passe, mais une fois que je passais à Conakry et à Zérékoré, c'était la même chose. Ouais, saison pluvieuse, c'est comme ça. Parce que la route est mauvaise. Et ce n'est pas tout. Après Condé-Badou, c'est une route complètement dégradée qui conduit jusqu'au centre-ville de Guékédou. Là, les traces de l'invasion rebelle de 1 sont encore visibles. C'est une ville plongée dans l'obscurité qui accueille les visiteurs. Le courant provient des groupes électrogènes des particuliers et des lampadaires publics placés à quelques endroits par les
Une situation qui contraint les élèves, à l'image de Germaine et ses amis, à se mettre à la quête de milieux éclairés pour réviser leurs leçons. J'ai fait la révision ici parce qu'il n'y a pas de courant chez moi. Quand les gens allument le moteur chez moi aussi, je vais ici pour apprendre mes leçons. J'ai fait la 6e année, c'est pourquoi je vais ici pour préparer l'examen. Nous, les élèves, on veut étudier, mais sans le courant, rien ne peut y aller. C'est par exemple la bougie, quand on allume, des fois on entend il y a les dégâts, donc on a peur d'allumer la bougie. Donc on a besoin d'aide, le gouvernement qui puisse nous aider à faire le cours pour qu'on puisse réviser. Bangali Leno, natif de cette localité, garde espoir que Guéguédou un jour changé, assez d'eau, et de bonnes routes. Bon, les lieux qui sont très importants, c'est là-bas qu'on envoie les lumières là aussi. Bon, pendant des rébellions avec aujourd'hui, c'est pas les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a des courants qu'on peut aujourd'hui même aussi. Il y a la lumière depuis qu'on est né, on ne les a pas vu ça d'abord. La vie là, l'on parle de beaucoup d'efforts, c'est l'État qui a la force de prier. On va nous amener les moyens pour que nous on travaille pour nous aider, qu'on va gagner une bonne route. Cet homme très attendu pour l'aménagement du tronçon qui s'y et Guédou compte inclus dans le 10e FED. Santé dans cette édition, la neurochirurgie est une discipline qui consiste à préserver l'intégrité du cerveau, de la moelle épinière et des structures osseuses, les protégeant. Une discipline mal ou peu connue en Guinée. Quels sont les problèmes de santé publique relevant de la neurochirurgie et quel en est l'état des lieux en Guinée? Élément de réponse dans ce reportage de Marie-Sheila Fofana. En Guinée, 84% des cas de décès dans les services d'urgence des centres hospitaliers sont dus au traumatisme crânien. Là, c'est que la plupart des patients victimes des pathologies vecteurs de traumatisme ne suivent pas un traitement neurochirurgical, traitement qui vise à préserver l'intégrité du cerveau, de la moelle épinière et des structures osseuses qui les protègent. Vous avez la traumatologie qui est notre principale activité en Guinée, la traumatologie de la colonne vertébrale, par exemple lorsque deux vertèbres se cassent et qu'elles menacent la moelle épinière, donc c'est à nous d'aller mettre des vis et des plaques pour que la colonne vertébrale revienne là où elle est et préserver la moelle épinière. Tout ce qui est accident avec point d'impact crânien au niveau du dos, ça fait partie de notre travail. Donc que ce soit les accidents du travail, les accidents domestiques, comme on appelle les accidents de la voie publique. Spécialité peu connue, sous-équipée mal intégrée dans les circuits de soins guinéens, 3 neurochirurgiens reconnus exercent dans le pays. Il y a 3 neurochirurgiens, il y a 2 services qui ne fonctionnent pas autant qu'ils auraient dû fonctionner dans un pays où il y a quand même plus de 10 millions d'habitants. Donc il y a un déficit et de connaissances, déficit et de confiance. Donc nous avons un gros travail à faire en nous faisant connaître notre discipline à nos collègues et aux patients, pour leur montrer qu'il y a énormément de choses que nous pouvons faire ici, sur place, avec un minimum d'aide, que ce soit non gouvernemental ou gouvernemental, pour avoir un soutien budgétaire. Les traumatismes neurochirurgicaux peuvent être évités en respectant certaines mesures de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité pour tous les passagers. À la rigueur, ceux qui sont derrière, on peut accepter, mais le passager qui est au côté droit doit porter obligatoirement. Il faut que la police verbalise même celui qui n'a pas de ceinture de sécurité. Enfin, les motards, 2 motards qui n'ont pas de casque, c'est des patients potentiels. Ça. Tôt ou tard, ces gens-là vont être en neurochirurgie et malheureusement dans un état pour lequel on ne pourra rien faire pour eux. Une grande garde de neurochirurgie va être mise à la disposition des professionnels de santé, particuliers et syndicats des routiers. Également, un numéro vert joignable 24 heures sur 24 pour requérir un avis neurochirurgical devant tout accidenté de la voie publique, tout coma brutal ou toute blessure avec un point d'impact crânien ou vertébral, et cela avant toute chirurgie. Il s'agit du 660 12 12 12. L'huile de palme ou huile rouge est une denrée sollicitée dans la préparation des repas. Cette huile est obtenue après un long processus de fabrication comportant plusieurs étapes. Comment l'huile de palme est-elle fabriquée? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les fabricants? Élément de réponse dans ce reportage signé Tierno Falilou Diallo.
La fabrication de l'huile de palme, une activité très prisée en Basse-Guinée à cause des conditions climatiques favorables pour sa culture qui nécessite un long processus. Ici, 52 hectares de terre sont utilisés pour sa production. On plante en entretenant durant 3 mois. Ensuite, on plante bourgeon et au bout de 3 ou 4 ans, la plante donne des fruits, mais généralement c'est 3 ans. Une fois planté, l'arbre n'est pas abandonné à son sort. Plusieurs formes d'entretien sont nécessaires pour garantir sa survie afin qu'il donne de bons fruits. On emploie des gens pour désherber, sinon les rongeurs vont tout détruire. Il faut constamment surveiller et mettre de l'engrais. Nous, on le fait au mois d'octobre. Après la récolte, il faut employer les gros moins pour le transport et le stockage des noix dont on extrait l'huile. Après avoir fini, on utilise le motoculteur pour transporter la récolte au magasin. Une fois là-bas, après le 12e ou le 14e jour, on frappe les graines avant de les vanner et acheminer dans les fûts. Pour la suite du processus, la récolte change de main. Les femmes entrent en action pour préparer les fûts de cuisson afin d'extraire l'huile des fèves. Une fois reçu, on trie la récolte pour enlever les mauvaises graines et on met dans les fûts en y ajoutant de l'eau et bouillir. Pour extraire l'huile, la cuisson peut durer plusieurs heures. Une extraction modeste mais rentable puisqu'elle permet à plusieurs familles des villages environnants à subvenir à leurs besoins. Et mieux encore, les graines restantes peuvent être utilisées dans la fabrication du savon. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site www.evasionguinée.info. Bonsoir chez vous.